se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps pour parler de mon trouble borderline et de mon trouble dissociatif de l'identité. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne et je reçois tout le temps des questions sur ça sur tous les réseaux, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, partout, me demandant si j'ai toujours le TDI ou pas, si j'ai toujours le trouble borderline. Quoique le trouble borderline j'en parle plus, donc voilà. Mais il est vrai que je parle beaucoup moins du TDI comparé à avant en tout cas, donc forcément les gens se posent des questions et se demandent si j'ai toujours ce trouble ou pas. Donc on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer la FAQ, on va d'abord parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor du jour, c'est la marque Nextory. Je crois que je vous avais déjà parlé une fois de cette marque-là, mais pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est Nextory, c'est tout simplement une application qui propose plein de livres, que ce soit à l'écrit ou audio, plein de contenus comme ça. Mais sa particularité, c'est que c'est la seule app en France qui propose tous les formats de lecture possibles et inimaginables. Donc que ce soit les livres audio, les e-books, les BD, les magazines, tout ce que vous voulez, vous pouvez littéralement regarder, lire tout ce que vous voulez. Il y a également plus de 350 000 titres sur l'application Nextory, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Il y a plein de genres aussi de livres disponibles. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que mon genre littéraire préféré, c'est le genre de l'horreur, les thrillers, tout ce genre de choses. Donc forcément, j'ai des auteurs chouchous, notamment Stephen King, Maxime Chatham et Graham Masterton, c'est mes 3 chouchous. Et bien sur l'application Nextory, j'ai pu me faire littéralement toute une playlist avec plein de titres à eux. En plus, Nextory, c'est super facile, je trouve, pour s'y retrouver. Vous avez la partie avec votre compte à vous où vous pouvez vous faire toutes vos playlists, vous pouvez voir tous vos titres enregistrés, etc. Vous avez également une partie avec tous les types de genres possibles pour découvrir plein de nouveaux titres et une sorte de page d'accueil pour reprendre là où vous en étiez dans votre lecture ou votre écoute et découvrir plein d'autres titres qui sont associés au genre que vous avez sélectionné au début en créant votre compte. Donc moi, je sais que j'ai très souvent des recommandations de livres d'horreur, de thrillers, de romans policiers, tout genre de choses. Ça permet de découvrir plein de titres qu'on ne connaîtrait pas forcément et je trouve ça trop bien. Perso, j'ai commencé à écouter le livre de Maxime Chatham, Le Signal. Dans le livre du Signal, on se retrouve dans une petite ville en été où on va découvrir au fur et à mesure des chapitres plein de choses étranges qui s'y passent, mais quand je vous dis étrange, c'est vraiment genre extrêmement flippant. Des gens qui disparaissent, des gens qui meurent dans des circonstances absolument horribles. Il y a donc 3 types d'abonnements possibles avec Nextory, le standard, le premium et le family, qui vont respectivement de 15 heures d'écoute et de lecture par mois à 50 heures d'écoute et de lecture par mois. Et aujourd'hui, on vous propose une offre assez spéciale avec Nextory. On vous propose 45 jours d'essai gratuit au lieu des 14 jours d'essai gratuit qu'il y a habituellement pour le grand public. Et pour bénéficier de ces 45 jours d'essai gratuit, il faut tout simplement cliquer sur mon lien qui sera en barre de description. Ce sera le premier lien. Ça vous permettra de découvrir plein de nouveaux titres, d'en profiter pour écouter et lire tout ce dont vous avez envie pendant ces 45 jours gratuits. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça fait aussi un très bon cadeau, je trouve, juste avant les fêtes si vous aviez besoin d'une idée de dernière minute. Merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à la FAQ. C'est parti pour répondre à toutes vos questions concernant ma santé mentale. C'est bien au moins parce que ça fait un petit bilan de fin d'année, c'est plutôt pas mal. Première question, te considères-tu stabilisé de ton trouble borderline? Alors, pas du tout, voilà. Non, je ne suis pas du tout stabilisée de mon trouble borderline. J'ai bien toujours le trouble borderline, ça m'impacte toujours au quotidien. C'est toujours une galère à vivre. Alors c'est moins une galère parce que je vis dans un environnement qui maintenant est stable et sain. Avec ma fiancée, on a notre appartement, tout se passe bien. Je n'ai plus de galère financière comme je pouvais en avoir avant. Je ne vis pas de traumatisme au quotidien, je ne vis pas avec des gens qui m'ont traumatisée. Donc forcément en tant que borderline, quand t'es dans un environnement qui est stable et sain, tu commences tout doucement à guérir et quand tu as des crises borderline, ce que j'appelle des crises de borderline, c'est quand j'ai des crises down que d'un coup ça ne va plus du tout. C'est pas aussi bas que ça pouvait ne l'être à l'époque. Genre je vais mal, je vais très mal, mais ça ne met pas littéralement ma santé et même ma vie en danger comme ça pouvait l'être à l'époque en fait. Aussi je ne me considère plus du tout en dépression, donc ça aide également avec les crises borderline, mais clairement j'en ai toujours. C'est toujours insupportable à vivre. Je me suis habituée à ça en fait parce que pour moi c'est normal en fait de vivre comme ça, et quand j'en parle les gens sont en mode mais c'est grave, c'est chaud en fait d'être comme ça, et pour moi c'est juste ma normalité. C'est tellement moins pire qu'avant que voilà, alors que non en fait je sais que ça mérite tout autant mon attention et de l'aide. Donc oui, j'ai toujours le trouble borderline. Et non, il n'est pas du tout stabilisé. Deuxième question, combien êtes-vous dans le système en ce moment? Je ne sais pas exactement combien on est, parce que je n'ai pas fait le compte aussi depuis un moment, et aussi parce que je suis beaucoup moins au courant et en charge de ce qui se passe dans le système comparé à avant. Avant notre fusion
donc la fusion entre Christina et Eleanor. L'ancienne moi, du coup, je gérais tout ce qui se passait dans le système, en vérité avec Violette aussi, notre protectrice. Mais c'est vrai que j'étais très en charge de tout ce qui se passait, très au courant de tout ce qui se passait. C'est moi qui prenais la responsabilité de beaucoup de choses dans notre santé mentale, et notamment le TDI, les haltères et tout. Suite à la fusion, ma vie a énormément changé, ma façon d'être aussi. Je sais que plein de gens l'ont remarqué que j'avais une façon d'être qui était grave différente comparée à avant. C'est une bonne chose parce qu'il y a des gens qui étaient là en mode ouais mais l'ancienne Christina me manque, elle était tellement plus douce, plus gentille, etc. Je suis toujours une personne très très gentille, je pense, et douce, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi et je me laisse beaucoup moins faire. J'ai beaucoup moins peur au quotidien, j'ai moins d'angoisse aussi au quotidien. Comparé à avant, j'étais mais un train wreck comme on dit. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins en charge de tout ça. J'ai l'impression que mon rôle à moi en tant que la moi d'après-fusion, c'est beaucoup plus de gérer ce qui se passe dans notre vie en fait, dans le relationnel, dans le travail, dans notre vie au quotidien, dans ce qui se passe dans notre ancrage à l'extérieur, au monde extérieur, chose qu'on n'avait pas du tout avant. On était très aware de tout ce qui se passait de l'intérieur, en tout cas moi je l'étais, mais j'avais si peu d'ancrage avec l'extérieur, je ne sortais jamais, je ne voyais personne. Le peu d'interactions sociales que j'avais m'angoissait et me terrifiait, et on restait tout le temps enfermé dans notre monde en fait, littéralement dans notre inner world et dans notre monde, genre notre ancien appartement. Je pense que c'était nécessaire pendant toute la période où ça a été comme ça, parce que on avait besoin de se retrouver dans notre petit cocon, notre petite niche, parce que ça faisait pas si longtemps de ça qu'on avait enfin un endroit stable et sécurisant où vivre. Sauf que maintenant ça commence à faire pas mal de temps que je vis seule, que j'ai mon indépendance, il y a eu la fusion, etc. qui fait que j'ai beaucoup plus cet ancrage au monde extérieur, et certains haltères ont beaucoup plus pris ce rôle de vraiment gérer le système. Et donc pour répondre à la question, je ne sais pas exactement combien on est parce que je suis beaucoup moins au courant de tout ce qui se passe en fait dans notre système, mais je peux vous dire qu'il y a toujours Violette qui est là au quotidien et qui fronte au quotidien et qui confronte souvent avec moi aussi. Violette qui est notre haltère protectrice principale. Snake c'est devenu le deuxième haltère protecteur principal avec Violette, c'est l'haltère qui confronte le plus avec moi en général, et quand je le visualise il est très souvent là, genre derrière mon épaule en fait. Et si vous avez envie de vous renseigner un peu plus sur le TDI, je vous recommande déjà ma chaîne, toutes mes anciennes vidéos, et également le site, il me semble que c'est le site Partiel, je vous le mettrai en barre d'infos, qui parle très très bien du TDI. Donc voilà, on a parlé de Violette, on a parlé de Snake, il y a toujours Ruby qui est toujours une haltère trauma holder, qui allait mieux et qui va moins bien je dirais depuis cet été, il y a eu une rechute. Il y a toujours Misty évidemment qui fronte assez souvent aussi. Chat, notre haltère little, est toujours là, elle va bien, elle commence à fronter de plus en plus, notamment dans les environs, enfin dans les parages de Eve, et elle fronte assez souvent aussi quand on se retrouve seule. Pendant très longtemps elle n'avait plus fronte, et je pense que c'était lié à plein de choses, notamment ma rupture avec mon ex, sachant qu'elle était très attachée à mon ex, elle le voyait vraiment comme une figure parentale quoi. Il y a toujours Lia également qui est notre haltère sociale, mais elle est beaucoup moins là, et je sais pas si elle est en dormance ou si juste moi je n'ai pas de contact avec elle ou pas, je n'en ai absolument aucune idée. Mickey, aucune idée si elle est toujours là, j'aurais tendance à dire que oui mais je ne suis pas sûre. Il me semble qu'il y avait un processus de fusion qui s'était entamé avec Ruby, je ne saurais pas vous dire. Pour le reste ça me paraît assez flou, donc voilà pour ce que moi j'en sais concrètement par rapport au système. Elle est pas trop mignonne cette tasse je rêvais de l'avoir l'année dernière à Noël. Elle vient de chez Flying Tigers, elle était sortie que pour Noël et je l'ai enfin achetée cette année. Bref. Troisième question, ton trouble borderline est-il toujours aussi handicapant qu'avant ou bien est-il moins violent? En vrai j'ai un petit peu répondu à ça dans la question 1. Le trouble borderline pour moi il se manifeste un peu moins violemment par rapport à avant parce que comme dit j'ai un environnement qui est stable et sain, ça me permet du coup de pouvoir vivre mes crises qui sont toujours là dans un cadre plus sain. Ça part moins dans des extrêmes. J'ai eu une énorme rechute dans ma santé mentale cet été et j'ai mis bien 3-4 mois à vraiment relever la pente, d'où le fait que y a plein de projets que j'avais en cours qui ont été un peu décalés, notamment mon livre, parce que si je n'avais pas eu ça, je pense que j'aurais pu finir clairement mon livre, c'est sûr même en fait, je l'aurais clairement fini. Et ça me fait chier parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu à nouveau l'envie et ressenti le besoin de me faire du mal comme ça. J'ai fait une rechute dans mes TCA, mais bon ça c'est courant, hein. Mes TCA ne partent jamais vraiment. J'ai tout le temps les pensées de TCA dans ma tête, non-stop, H24, 7 jours sur 7, depuis que j'ai genre, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Donc bon, ça je pense que ça ne va pas bouger. Et ouais, du coup voilà, genre j'ai fait des crises du coup qui étaient vraiment violentes avec le sentiment d'abandon horrible, où je pleurais, hurlé tellement j'étais mal, de nouveau des pensées
sombre que j'ai eu cet été pendant des crises, le sentiment de vide qui vient et qu'en fait rien n'a jamais servi à rien, et que tout va mal et que tout ira toujours mal et que tous les moments où je pense être heureuse mais en fait c'était faux et je me leurrais, tout ira toujours mal comme ça et je finirai ma vie mal et en dépression, et de toute façon j'ai toujours su que je finirais en me tuant. Non mais voilà, c'est ça qui se passe dans ma tête dans les moments là. Mais au quotidien je suis une personne hyper joyeuse et hyper positive et hyper saine en fait, mais des fois d'un coup j'ai un trigger et j'ai une crise down comme ça, borderline, ou des phases up, j'ai des phases up, des phases down, et dans les phases down, c'est pas fun, voilà. Mais je le gère quand même beaucoup mieux qu'avant, j'arrive à rationaliser un petit peu plus qu'avant, et à me dire bon là, t'es en train de dire et de penser des dingueries, mais tu le sais, ça te fait ça à chaque phase down que tu as eu dans ta vie, ça va passer. Ça finit toujours par passer. J'ai des pics qui ressortent de ma queue de cheval, c'est insupportable. À chaque fois que je me fais une queue de cheval haute, ils sont là. Parce que j'ai des petites mèches là de devant qui repoussent, bref. Donc vous allez voir ça dans le frame, mais bon c'est pas grave. Hein. Quatrième question, coucou, est-ce que tu suis une thérapie pour ton trouble borderline et si oui, comment ça se passe? Je ne suis plus actuellement en thérapie, mais à l'époque, j'en ai suivi et la thérapie qui m'a vraiment le plus aidée, c'était une thérapie avec une psychologue et ça a été la thérapie de l'EMDR. L'EMDR notamment m'a énormément aidée pour aborder beaucoup de traumas dans ma vie parce que, on le sait, le trouble borderline est très largement souvent causé par des traumatismes, souvent des traumatismes comme ça répétés dans ton enfance, ton adolescence, ce qui a été mon cas du coup. Et du coup, faire une thérapie basée sur vraiment le fait de guérir les traumas, ça m'a énormément aidée. Le faire avec une excellente psychologue également. J'ai pu aborder énormément de sujets et beaucoup guérir, ou en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir guéri de mes traumas, mais de les avoir plutôt apaisés, de plus avoir l'impact de ce traumatisme-là sur moi et dans mon corps et dans ma tête et au quotidien en fait. J'arrive à y penser, je me rappelle quel point ça m'a fait mal, ça peut me remettre mal en y pensant, mais ça va pas me déglinguer le cerveau et la vie à chaque fois que j'y repense en fait, comme ça pouvait être le cas avant. Donc perso moi ça m'a énormément aidé. Cinquième question, quels sont les spécialistes que tu es allé voir pour te faire diagnostiquer et aider pour le trouble borderline? Alors pour vous expliquer un petit peu mon parcours du coup, j'ai fait pédopsychiatre, médecin, psychiatre, psychologue et repsychiatre de temps en temps. Alors du coup j'ai commencé par la pédopsychiatre parce que je n'avais pas le choix, j'étais au lycée, mon état avait inquiété le personnel en fait, le système d'éducation on va dire, genre des profs, le CPE etc. et l'infirmière aussi. Ils avaient été un peu alertés par mon état en fait, parce que ils ont appris des choses en fait. Suite à des rendez-vous chez l'infirmière, elle s'était rendue compte de choses qui étaient un peu hardcore et elle était en mode je peux pas garder ça pour moi, Christina, va falloir en parler et si tu vas pas voir un psychiatre, je vais appeler des assistants sociaux. Ça m'a terrorisée, on m'a amenée chez une pédopsychiatre, mon papa m'a amenée, donc j'ai vu une pédopsychiatre qui n'a servi à rien. Elle était très gentille en vérité, je pense que juste elle n'a pas vraiment cherché à creuser, je pense qu'elle avait l'impression qu'il y avait rien à creuser, mais en fait elle me posait pas de questions et moi je suis quelqu'un, si on me pose pas les questions je vais avoir du mal, surtout je parle en rendez-vous psy, à me confier et dire bon bah voilà je fais ci, je fais ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Moi elle me posait des questions basiques donc je répondais des choses basiques en fait. Donc un peu dommage, les seuls trucs que je faisais avec elle c'était des exercices de respiration. Et en gros je pense qu'elle m'a vue juste comme une élève qui était un petit peu stressée par l'école, alors que c'était vraiment... On était à un level bien au-dessus de tout ça quoi. Donc ensuite j'ai vu mon médecin généraliste en fait, juste après le bac, quand j'ai commencé la fac, je suis allée le voir parce que j'étais en énorme craquage mental. Toute la terminale et tout, mon état s'était empiré, j'étais en full dépression, les tentatives de voilà, l'automutilation, l'anorexie, tout ce qui s'ensuit, bref, ça n'allait pas du tout. Donc je ne pouvais juste plus aller à la fac, j'étais vraiment plus en état. Donc il m'avait recommandé à une psychiatre et lui en même temps, de temps en temps j'allais le voir et vérifier mes cicatrices, en fait comment ça se passait physiquement, ce que je me faisais et tout, bref. Il m'a recommandé une psychiatre, malheureusement avec qui le contact n'est pas du tout passé. Elle n'était pas vraiment adaptée à ma situation je pense. C'était vraiment genre, tu te fais du mal? Bah arrête. T'arrives pas à manger? Bah mange en fait, ça sert à rien de faire des caprices. C'était pas très utile, voilà, et ça m'angoissait énormément et je la voyais une fois par semaine en plus. Elle m'a juste prescrit des médicaments, des antidépresseurs et des trucs comme ça et elle m'a lâché dans la nature en fait. Donc c'était pas foufou. Et ensuite, peut-être 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai repris une thérapie, mais cette fois-ci avec une psychologue et qui du coup m'a suivie pendant plusieurs années, qui a été incroyable, qui m'a sauvé la vie, je pense. Et donc c'est là avec elle où on a fait la thérapie de MDR, etc., etc. Il commence à faire très sombre, je pense que je vais placer ma ring light devant moi parce que sinon on verra plus rien du tout en fait. Le cadre est moins cool mais on va s'en contenter. 6ème question, il semblerait que le trouble borderline peut être hérité d'un parent, penses-tu que c'est ton cas? Clairement oui, je pense que c'est mon cas, que je l'ai totalement hérité
d'un de mes parents. J'ai un peu hérité de tous les problèmes psychologiques de du coup ce parent-là. Question numéro 7, est-ce que les symptômes du TDI peuvent empirer ceux du trouble borderline et vice versa? Je sais pas si c'est possible ou pas. En vrai, je pense que oui, c'est possible. Mais perso, je suis pas sûre que ça impacte tant que ça l'un ou l'autre dans mon cas personnel. Je dirais qu'à la limite, quand j'ai des phases vraiment down du trouble borderline, il y a parfois certains haltères qui peuvent essayer de step up pour nous calmer. Donc à la limite, ça peut même aider, j'aurais tendance à dire. Quoique en vrai, quand je suis dans mes phases vraiment down, il n'y a aucun haltère qui passe. Je suis vraiment toute seule en fait. En vrai, ouais, j'ai l'impression que ça n'a juste pas vraiment d'impact. Comment évoluer quand les troubles sont beaucoup liés au climat familial? En fait, moi je pense que j'ai commencé à guérir de mes traumas familiaux quand j'ai arrêté de côtoyer ceux qui m'avaient fait du mal et que j'ai pris mon indépendance et que j'ai commencé à vivre seule en fait. C'est hyper dur de guérir dans l'endroit où t'as été traumatisé avec les personnes qui t'ont traumatisé. Tu peux pas prendre vraiment du recul sur toute la situation, rationaliser, guérir, etc. quand t'es en plein dedans en fait. En tout cas, c'est très compliqué. Je dirais que c'est avec le temps, quand t'arrives à prendre ton indépendance. Moi, il y a des personnes de ma famille à qui je ne parle plus. Je m'en porte pas plus mal en fait. J'espère que ce n'est pas indiscret, mais t'arrive-t-il de détester Eve à cause de ton trouble borderline? Ça, j'y avais jamais pensé. Du coup, la réponse est non, pas du tout. C'est vrai que certaines personnes en fait avec le trouble borderline vont avoir des excès de colère ou de haine, vont potentiellement rabattre ça sur les personnes autour d'eux, notamment leurs conjoints-conjointes. Mais non, perso, ça ne m'est jamais arrivé. Les seuls moments où d'un coup ça m'arrive de haïr quelqu'un et de la détester, c'est moi-même en fait. C'est pas très fun du coup parce que je n'ai à ce moment-là aucune empathie ni estime de moi, ce qui n'est pas le cas au quotidien. Au quotidien, je prends soin de moi, je m'aime, je fais attention à moi, et en phase down, je m'insulte, je me fais du mal. Donc non, jamais avec Eve. Je pense aussi que c'est juste pas dans ma nature et pas la façon dont mon trouble s'est manifesté en grandissant et dont je pouvais aussi le vivre et l'extérioriser. Je ne pouvais rien extérioriser pour plein de raisons. Je gardais tout en moi, tout le négatif, tout ce qui n'allait pas, tout le mal-être, toute la noirceur. J'ai tout avalé en moi et c'est tout le temps en fait sur moi que tout ce genre de choses là ressort. Mais du coup non, ça ne m'est jamais arrivé de détester Eve à aucun moment. Au contraire, en plus, Eve est un grand soutien et m'aide beaucoup même dans ces moments-là. On dit que la majorité des symptômes BPD, donc trouble borderline, se manifestent en couple. Qu'en est-il pour toi? Eh bien perso, je ne vois pas trop de différence par rapport à quand je suis en couple de quand je suis seule. Après, j'ai eu de la chance de n'avoir eu que 2 relations du coup amoureuses et les 2 ont été des relations saines, ce qui fait que j'ai jamais eu cette expérience de vivre une relation toxique amoureuse en fait, comme malheureusement beaucoup de gens, et du coup de devoir encore plus subir mon trouble et que ça se mélange avec le couple, la dynamique toxique, etc. Peut-être que grâce à ça du coup ça ne m'est jamais arrivé, mais non, ça se manifeste pas négativement dans mon couple en fait. Et du coup, pour répondre à la question, j'ai pas plus de symptômes en couple que quand je suis seule. Quand j'étais célibataire, j'avais les mêmes phases down, les mêmes phases up. À part peut-être la phobie de l'abandon qui forcément peut s'exacerber. Je vais avoir peur par exemple que ma conjointe meure tous les matins à chaque fois qu'elle part au travail. Je peux avoir des crises de panique liées à ça parce que j'ai peur de la perdre, j'ai peur qu'elle meure. Et c'est lié à ma phobie de l'abandon. Genre forcément personne n'a envie que son amoureux ou son amoureuse meure. Mais c'est pas chez tout le monde que ça se manifeste en big crise d'angoisse et de phases existentielles et mais en fait la vie ne vaut pas d'être vécue parce que tout est tellement instable et en fait je ne peux rien contrôler, que il vaut mieux que je meure. Vraiment, faut se calmer en fait. Mais ouais, non, à part ça, en vrai, ça va. Comment va la communication au sein du système? Est-ce que tu utilises toujours des carnets pour parler entre les haltères? La communication est pas très fluide par rapport à avant où elle était beaucoup plus. Je parle en général que à Violette, Misty et Snake. Un petit peu à Chat de temps en temps, sinon je n'ai aucun contact quasiment avec les autres. Ce qui est totalement différent d'à l'époque en fait, où je parlais certes beaucoup à Violette, Misty, mais Chat aussi, et Ruby, j'étais très proche d'elle aussi. On n'utilise plus vraiment le carnet, on en a un autre mais on l'a jamais poursuivi. Je pense que c'est parce que il est relié à une époque un peu compliqué, qui nous rappelle des mauvais souvenirs, notamment avec une ancienne amitié, bref. Et il est relié en fait à toute cette période-là, parce qu'on l'avait commencé à peu près à cette période-là. Donc pour l'instant, on utilise les notes de téléphone, tout simplement. On se laisse énormément de notes dans les téléphones. Ça, pour l'instant, ça nous convient bien. Comment réussis-tu à différencier la dépendance affective et l'amour? Pour moi, la dépendance affective, tu peux la vivre forcément dans n'importe quel type de relation. Et c'est quelque chose qui va vraiment te faire souffrir et te mettre mal. L'amour ne fait pas souffrir et l'amour ne fait pas mal de base. Et c'est souvent plus
plus des problèmes de confiance, d'estime de soi, de trust issues, de dépendance affective qui vont faire que l'amour va faire mal, de trahison, etc. Bref, la dépendance affective, je l'ai vécue à l'époque, je dirais clairement dans mon ancienne relation. Je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit sans cette personne, je n'arrivais pas à prendre le bus sans cette personne, aller à la psy sans cette personne, à mes rendez-vous sans cette personne, à sortir sans cette personne, à sociabiliser, voir des amis, voir des gens sans cette personne. Pour moi, c'était impensable. Même voir ma propre famille sans cette personne, c'était trop dur. Tellement ça m'angoissait, c'était pour moi genre comme une bouteille d'oxygène, je ne pouvais pas vivre sans. Et pas parce que je l'aimais plus que tout, en fait, c'était même pas relié à ça, c'est juste parce que sur le moment, j'avais un tel besoin de sécurité et de safety, quoi. C'est la même chose. Mais genre, j'avais besoin tellement de confort, de te rassurer, etc. que cette personne m'apportait, que du coup, j'en étais complètement dépendante et je ne savais plus vivre par moi-même et toute seule. Tous mes traumas étaient tellement frais à l'époque, donc je découvrais pour la première fois quelque chose de nouveau et qui me faisait du bien. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, clairement. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir moins de dépendance affective pour cette personne parce que j'ai commencé la thérapie, tout genre de choses. Et maintenant, dans ma relation actuelle, je ne pense pas avoir de dépendance affective, même pas du tout en fait, pour Eve. Je l'aime plus que tout au monde et c'est bien mieux ainsi que je n'ai pas de dépendance affective parce que non seulement c'est pas sain pour toi, mais c'est aussi pas sain pour la personne en face. Ça peut être étouffant. Voilà, on met potentiellement une charge mentale sur l'autre qui est grande. Donc voilà, c'est pas le cas avec Eve. J'arrive à avoir une vie sociale, de travail, à faire tous mes trucs et tout sans qu'elle soit forcément là. Forcément, je préfère toujours quand elle est là, quand elle est avec moi, mais je vais pas avoir une angoisse, vraiment littéralement vomir d'angoisse à l'idée que juste elle ne sera pas là à un événement ou à un ci ou à un ça. La dynamique est tellement plus saine du coup comme ça. Avant-dernière question, est-ce que tous les haltères sont en train de fusionner ou vous arrivez encore à fonctionner en multiples? Tous nos haltères ne sont pas du tout en train de fusionner. On a eu une grosse fusion dont je vous avais parlé du coup à l'époque et dont j'ai reparlé aujourd'hui. Il y a des semblants de fusion notamment entre Ruby et Mickey. Il y a eu Lia aussi qui est issue d'une fusion. Il n'y a pas d'autres fusions à ma connaissance. On est toujours en multiples. On fonctionne moins en multiplicité, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression de moi fonctionner solo et eux ils fonctionnent en multiples. En fait, c'est un peu ça le truc. Ça a des côtés positifs comme négatifs par rapport à l'époque, dans le sens où ça me permet d'avoir l'impression d'être beaucoup plus normale et indépendante. Et d'un autre côté, c'est un peu moi qui est dans le déni et qui rejette un peu tout ce qui est lié au TDI, etc. en mode ouais bon démerdez-vous et moi je gère pas ça, sauf qu'après ça me revient à la gueule forcément au bout d'un moment. Et surtout dans les moments où d'un coup il m'arrive quelque chose comme cet été, où ça ne va plus du tout, le fait de ne plus avoir une aussi bonne harmonie dans le système, forcément c'est un peu moins pratique quoi. J'ai dit que c'était l'avant-dernière question, mais en fait c'était totalement la dernière question de cette FAQ. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une assez grosse update en vrai de comment je vis le trouble borderline et le TDI. Je suis très contente de l'avoir faite parce que j'ai répondu à plein de questions qu'on me posait très souvent. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai à tout parce que franchement il y avait énormément plus de questions que ça sur Insta, mais c'était impossible de répondre à tout. Là j'ai fait une syntaxe des plus grosses questions, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds quoi qu'il arrive. Ça m'a fait du bien en vrai de me poser et parler un petit peu de ma santé mentale et tout. Je le fais pas souvent. Même dans ma vie privée, je suis pas quelqu'un qui parle très souvent de ma santé mentale, ce qui paraît un peu paradoxal parce que je parle très souvent de santé mentale sur les réseaux. Ça m'a fait du bien en vrai de pouvoir l'exprimer et tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à la recommander, bref. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.